Un mot pour vous, vous qui nous suivez chaque semaine sur Pause. Merci. Merci d'être toujours plus nombreux tous les vendredis, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube. Pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Quand tu es jeune, tu as de l'énergie, du temps et pas d'argent. Oui. D'accord ? Quand tu es en milieu de vie, tu as de l'énergie, pas de temps et un peu d'argent. Et quand tu es plus âgé, tu as moins d'énergie, tu as du temps et de l'argent. Pour réussir à créer un projet, généralement, il faut avoir les trois. Il faut te débrouiller pour compenser ce que tu n'as pas. Il y a d'abord l'engagement pour faire marcher Blablacar, on va dire. Déjà, l'engagement de faire exister ce truc-là, à savoir plus de partage, plus d'entraide, avec des effets bénéfiques, y compris pour l'environnement, évidemment. Donc ça, c'est ma motivation. Là, elle est puisée dans l'envie d'être utile et utile au monde qui m'entoure. Je me suis rendu compte que ça avait une utilité aussi de pouvoir projeter une sorte d'image d'entrepreneur existant, vivant, jeune, tu vois, qui fait des choses pour motiver d'autres entrepreneurs. On est un pays de taille moyenne. Et que les grands équilibres qui se jouent en ce moment sont entre des grandes plaques avec des pays qui comptent des centaines de millions, voire parfois plus d'1 milliard d'habitants. Enfin, des zones. Tiens, si on parle de la Chine, c'est plus d'1 milliard. Les États-Unis, c'est 300 millions. Et donc, si on veut pouvoir, nous, tirer notre épingle du jeu sur ce grand échiquier-là, il faut trouver les moyens de se fédérer. Bon, là, je pense que c'est un peu le moment de faire Europe, quoi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a su transformer une idée simple en un service qui a changé notre façon de voyager et d'envisager le partage. Visionnaire, leader, entrepreneur engagé, il est l'un de ceux qui ne se contentent pas de rêver le futur. Il le construit. Le temps d'une pause, on plonge dans les coulisses de son parcours, ses défis, ses succès et ses idées pour faire bouger les lignes. Salut, Frédéric Mazella. Salut, Alexandre Mars. Tu vas bien ? Je vais bien, jusqu'ici. Je t'ai rarement vu dire que ça allait pas bien. C'est une posture parfois que tu dois toujours prendre ? Non, c'est parce que je pense que j'ai une nature déjà assez optimiste. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dès que je sens, alors justement, du fait de cette nature assez optimiste, dès que je sens que, par exemple, je commence à avoir des idées moins positives, je dors. En fait, c'est très très simple. Ah, toi, tu shut down et tu... Je shut down et je vais dormir. Et non, parce que, en fait, je sais que quand je commence à dire ça va pas, c'est que c'est moi. Et que c'est pas dehors, donc je me répare moi en dormant. Et donc, tu peux parfois dormir... Et ça marche. Tu peux dormir très très longtemps ? Ah oui, ça m'arrive ouais, je peux dormir 15 heures, ouais. Et donc, après, il faut le trouver, c'est plutôt le week-end que j'arrive à dormir 15 heures. Et quand tu travailles, des choses vont mieux. Le monde s'est réparé. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, en tant qu'homme, mais en tant qu'entrepreneur, c'est plutôt ton engagement. C'est ça qui m'intéresse évidemment chez toi. Et tu as une vision assez positive en disant il faut que les entrepreneurs aient quelque chose à amener, à apporter. Donc cet engagement-là, toi, tu l'as toujours eu ? C'est quelque chose qui est en toi, qui est logique, qui est nécessaire, Déjà, j'ai mis du temps à comprendre qu'entrepreneur, ce serait ma voie. Je ne savais pas au début. Et même l'entrepreneuriat ne faisait pas du tout partie des plans de vie que je pouvais avoir dessinés. Même si je n'avais pas forcément dessiné de précis, mais je ne pensais pas que je serais créateur d'entreprise, de projet. Je pense que moi, ma manière de fonctionner, c'est justement d'avoir un but qui me dépasse, des choses bien à faire, et c'est ça qui va me motiver, parce qu'en plus, et là pour l'avoir vécu maintenant, créer un projet, c'est tellement compliqué, c'est tellement d'obstacles, c'est tellement de travail, c'est tellement dur que si t'as pas une motivation qui surpasse tous les petits problèmes de la journée... Je suis d'accord, mais la motivation pour certains, ça va être de faire plus d'argent. Toi, c'est pas vraiment ça. Ta motivation, là, quand on parle d'engagement, c'est un engagement souvent... Alors, moi, quand je parle d'engagement, c'est vrai que l'imaginaire parfois collectif, c'est l'engagement, par exemple, le mien, qui est social. À travers mes organisations,
mission épique, infinite. Mon objectif, c'est d'essayer de combattre contre cette injustice sociale. Toi, l'engagement, il a été très vite sur la promotion de l'entrepreneuriat. Pour toi, c'est quelque chose qui est très important de promouvoir, de protéger. Il y a eu d'abord l'engagement pour faire marcher Blablacar, on va dire. Déjà, l'engagement de faire exister ce truc-là, à savoir plus de partage, plus d'entraide, avec des effets bénéfiques, y compris pour l'environnement, évidemment. Donc ça, c'est ma motivation. Là, elle est puisée dans l'envie d'être utile et utile au monde qui m'entoure. Donc c'est avant tout celle-ci qui me permet de créer des projets. Ensuite... C'est un peu micro, mais Blablacar, c'est un peu ton projet. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et on le verra dans tes engagements autres, ce qui est important pour toi, c'est que ça soit la société, pas uniquement ton petit projet. Voilà, mais je reprenais l'historique, c'est-à-dire que... mon petit projet s'inscrit dans une volonté de faire le bien de manière générale. Aller aujourd'hui avoir une plateforme comme Blablacar avec 100 millions de personnes sur 3 continents qui permet d'économiser 2 millions de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris, et 3% des émissions de CO2 du parc automobile français. C'est un engagement. C'est un engagement et ça dépasse très largement justement le petit projet puisque c'est une contribution générale au bien commun. Ensuite, en construisant Blablacar, comme j'étais tout le temps en train de faire la pub pour Blablacar dans tous les endroits où je pouvais passer, je me suis retrouvé aussi avec le succès du projet à être quelque part un représentant de l'entrepreneuriat nouvelle génération. Ce faisant, je me suis rendu compte que ça avait une utilité aussi de pouvoir projeter une sorte d'image d'entrepreneur existant, vivant, jeune, tu vois, qui fait des choses pour motiver d'autres entrepreneurs. Et donc, tu te retrouves quelque part, là c'est un petit peu malgré moi, avec un rôle de porte-parole de cette nouvelle forme d'entrepreneuriat qui a une utilité aussi. Et là-dessus, on reviendra dessus, mais quand tu montes en 2003 Blablacar, cette idée de ces merveilleux chiffres que tu as annoncés n'était pas forcément celle-là. C'était à répondre à un besoin. Et puis, tu as raison. J'aime bien ce que tu dis. Tu as été un peu pris par ce succès, en fait. Tu as été mis en avant énormément comme le représentant d'un certain succès Je me suis mis l'homme sandwich de Blablacar pendant des années parce que de toute manière, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc, et ensuite, tu te retrouves dans la situation de devenir représentatif d'autre chose. On parle d'engagement. Moi, ça m'intéresse énormément. Est-ce que tu penses que toi, les entrepreneurs doivent forcément être engagés? Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où il faut être engagé? Est-ce que tu penses que tu peux être engagé dès le premier jour? Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord survivre, d'abord réussir à payer les salaires et puis l'électricité? Cet engagement, toi, tu le vois comme une obligation? Je pense que la base, c'est que les entrepreneurs, justement, manifestent leur liberté. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, moi, pour me motiver, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne saurais pas être entrepreneur autrement. C'est-à-dire que je n'arriverais pas à trouver les raisons de me lever le matin, puis tu as vu, je dors pas mal, pour aller faire autre chose qu'essayer d'être utile et contribuer au bien commun. Après, que d'autres entrepreneurs trouvent d'autres sources de motivation, très bien. Et il y a 3 types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui vont être motivés par le lifestyle, c'est-à-dire j'ai plus de patron et je fais ce que je veux. Très bien, sauf qu'en fait, il y a un moment, il faut quand même beaucoup bosser pour que ça marche. C'est une fausse liberté. C'est une fausse liberté. En fait, on y croit, mais on n'y croit pas longtemps. Il y aura toujours quelqu'un. Il y a des entrepreneurs qui sont motivés par le succès, l'argent ou les chiffres qui grandissent. Ou voilà. Très bien, c'est une motivation aussi. Et il y a des entrepreneurs qui sont motivés plus par quelque chose de mission qui les dépasse largement et une contribution peut-être plus large, et je pense que je suis dans cette 3e catégorie. Tu mettrais où notre camarade Elon Musk dans ces catégories? Je pense qu'il il se fixe des missions. Il est dans la catégorie mission. Après, il aime bien quand même empiler du cash. Être l'homme le plus riche au monde. Mais c'est pas ça son objectif premier. Gagner le plus d'argent, je pense. Non, je pense que quand tu te fixes d'aller sur Mars ou des choses comme ça, t'es plutôt en mode mission. Mais après, faut quand même composer. Ça inspire quoi aujourd'hui un Musk qui prend position pour beaucoup de sujets, qui utilise un réseau qu'il a acheté très cher, parce qu'il a acheté X, beaucoup d'argent. Là, on est à la limite de la liberté, on est dans l'ingérence, mais après, c'est autre chose.
C'est-à-dire que oui, être libre et essayer de façonner une partie du monde tel qu'on a envie de le faire demain, d'accord, mais faut quand même justement que ça fasse le bien pour tout le monde et donc on n'a pas forcément à aller donner des leçons à tout le monde. Et justement, en parlant de ça, tu penses qu'il y a quand même un rôle où il manquerait des entrepreneurs dans les gouvernements ? Tu penses que là, c'est ce qui est en train de se passer, puisque les gens l'ont suivi, il se passe que le président élu Trump a demandé à Elon Musk de prendre une grande partie d'une mission importante qui va être d'essayer de faire mieux fonctionner les administrations. Toi, tu penses que c'est louable, il y a quelque chose qu'il faudrait faire là-dessus? Tu penses qu'on pourrait tout à fait imaginer quelque chose comme ça ici? Toi qui as passé du temps avec les politiques? Je pense que ce n'est pas forcément lié seulement à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est lié à l'efficacité naturelle et nécessaire de toutes les entreprises qui peut être appliquée justement à des administrations. Ça, c'est sûr dans la mesure où, quand on est une entreprise et qu'on n'a pas un pouvoir entre guillemets infini à aller simplement avoir un modèle économique ultra fiable et prévisible qui s'appelle la taxe, qui est le privilège justement des États, eh bien on doit réfléchir autrement. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir en étant frugal en permanence parce que on sait que d'une part, on sait qu'on ne doit l'équilibre de son projet qu'à deux choses. Un, la satisfaction de nos clients et deux, la frugalité de nos dépenses. Et ces deux choses qui sont des boussoles incroyablement forte, efficace et saine dans toute entreprise et qu'il faut trouver les moyens de réintroduire dans le service public. Dans le service, dans tout le service public et dans le système administratif. Sauf que quand on n'a pas forcément moyen de mesurer ou qu'on ne fait pas forcément la démarche d'aller mesurer ces indicateurs-là, le premier étant la satisfaction de toute la population servie et le deuxième étant l'efficacité de ses dépenses, forcément on arrive dans des endroits où on est beaucoup moins efficace et à ce moment-là, l'efficacité et la rationalité de gestion d'une entreprise peut s'avérer une bonne chose. Une bonne chose. Donc tu penses que Musk, pas une mauvaise chose, qu'il essaye de démontrer quelque chose. Tu penses qu'il va réussir à quelque chose ou pas? Il va réussir à quelque chose, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, là, c'est imprévisible. C'est imprévisible. Mais tu as deux personnes imprévisibles, c'est quand même intéressant. On t'a demandé de rejoindre des gouvernements? On t'a venu te... Pas vraiment, parce que j'ai très souvent dit que moi, je n'avais pas envie de m'engager politiquement et que j'étais bien où j'étais. T'as jamais pris position Non. D'accord. Non, après, avec, tu vois, l'association France Digital, dont je suis président entrepreneur, enfin coprésident entrepreneur, c'est-à-dire c'est bicéphale comme organisation France Digital, justement, c'est-à-dire qu'on a 2000 entreprises, start-up, entrepreneurs d'un côté, et puis une centaine d'investisseurs de l'autre. Donc en fait, on a deux coprésidents. Moi, je suis coprésident entrepreneur, et puis Benoît Grossman est coprésident investisseur. Juste 2 secondes. Benoît Grossman, pour ceux qui ne connaissent pas bien Benoît Grossman, mais qui nous écoutent aujourd'hui, je vous conseille de l'écouter. Il était ici il y a quelques mois de ça, sur Pause. Une histoire incroyable, un parcours unique et puis un investisseur de grand talent. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Donc vous êtes tous les deux présidents de cette association. Oui, et donc c'est aussi assez symptomatique de la manière avec laquelle on fonctionne. C'est-à-dire qu'on se met d'accord entre entrepreneurs et investisseurs pour porter d'une seule voix les intérêts de toutes les nouvelles sociétés qu'on crée au sein de France Digital ou ailleurs, puisque en fait c'est plus écosystémique que simplement associatif. Et donc c'est là où vous touchez parfois le politique. Voilà. La chose politique. Mais donc on va donner notre avis, on fait des études, on dit ce qu'on en pense. Après, on n'a pas les manettes pour décider de quoi que ce soit. Ouais, on est pas mal écouté. Assez souvent, justement parce que... Quels que soient les bords? Oui. Parce que je pense qu'on est assez objectif et rationnel justement dans nos positions et que les politiques, qu'ils aient des opinions tranchées ou qu'ils affichent d'ailleurs des opinions tranchées en ayant parfois des plus nuancées par ailleurs, sont très heureux de trouver des conseils formulés justement de manière apolitique, transpartisane. Donc ils s'en servent. Donc oui, on a cette forme de perception comme objectivité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi? Vous êtes assez fier dans votre association? Oui, il y en a plein, mais tu sais, c'est assez difficile parce que comme c'est toujours de l'influence
t'as jamais... C'est pas un projet de loi. C'est jamais toi qui as signé en bas en disant oui, c'est nous qui avons décidé ça. Nous, on décide de rien. On fait que de l'influence. Donc, quand il y a des sujets qui démarrent d'un côté ou d'un autre, on va aller dire ce qu'on en pense et puis on va aider la décision dans une bonne direction. Mais c'est assez difficile d'aller venir en disant si on n'avait pas été là, ça serait passé autrement. C'est difficile parce que justement, on essaye d'être là sur les sujets. Tu parles souvent d'un mot que j'aime beaucoup, et que j'aime à tel point que je l'ai mis sur la couverture de mon dernier livre qui s'appelle l'alignement. Tu parles souvent d'alignement, Pose qui est pour une vie alignée, est un sujet essentiel pour de plus en plus de personnes. Comment toi tu définis ton alignement ? Quand tu parles d'alignement, c'est quoi pour toi l'alignement ? C'est déjà tout simplement me dire que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire quelque chose que je pense qu'il ne faudrait pas faire. Donc je suis juste dans un mode où c'est cette liberté-là de se dire j'agis dans la direction que je pense être la bonne. Ça t'est arrivé souvent de temps en temps de ne pas penser ça depuis quand tu as commencé à démarrer, quand il fallait... J'y arrive pas. Non, je pense que je suis plutôt à ce moment-là, je suis le cheval. Tu vas dormir. Oui, déjà, je vais dormir. Mais autrement, non, je suis le cheval qui va refuser l'obstacle. Si on me demande de faire un truc que je sens pas... Ça t'est arrivé de temps en temps ? Attends, je réfléchis. Je crois pas, parce que je le dis avant. Ah ouais. Me pose même pas les questions. Je suis sympa comme cheval. Je crois que je dis avant. Non, ça, je vais pas le sauter. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Tout à l'heure, tu me parlais, c'est marrant, parce que tu me parlais tout à l'heure de la liberté d'entrepreneur, que je conçois. Mais tu vois que beaucoup comme moi, d'entrepreneurs, d'ailleurs, c'est pas depuis 6 mois, c'est depuis des années, qui, quand tu me parlais de ces 3 réalités ou de ces 3 raisons, qui vraiment imaginent l'unicorne comme la beauté absolue. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que la beauté de l'entrepreneuriat, justement, c'est que c'est protéiforme, c'est que tu peux créer une petite entreprise en Vendée sans vouloir être forcément au Nasdaq. Tu n'as pas forcément à chaque fois cette volonté absolue d'atteindre des objectifs qui sont la plupart du temps difficilement à atteindre et qui n'ont pas forcément de perspectives positives. Donc, toi, quand tu parles avec les entrepreneurs, quand tu parles dans des endroits auprès d'étudiants, tu leur apportes ça ou tu sens quand même très souvent les gens te dire mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Blablacar soit valorisé X. Est-ce que tu as parfois une discussion assez... non, parce que en fait, c'est comme si tu me disais que, par exemple, en classe, tu travaillais pour avoir des bonnes notes. Non, tu travailles pour apprendre, pour le bonheur de comprendre. Alors ça, tu sais pas si c'est sûr, mais ça, je t'assure que beaucoup de gens qui ont 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on veut des bonnes notes. C'est pas forcément apprendre. Moi, je sais pas. Oui, mais parce que c'est la preuve que tu as bien bossé. C'est-à-dire que c'est le tampon à la fin. Mais dans le monde plaisir, il n'est pas là. Ouais, mais peut-être que le plaisir, mais dans le monde d'aujourd'hui, il va associer ton succès potentiellement avec ton nombre de zéros dans ton compte en banque. C'est un fait. Donc, est-ce qu'on lutte contre ça ? Est-ce que justement on démontre, c'est la beauté de l'entrepreneuriat social, c'est de dire que l'objectif n'est pas financier, il est de l'impact. Ouais, alors je pense que l'objectif déjà, il est tu parlais d'alignement, il est d'être sûr que justement on est honnête, clair et aligné sur ce que l'on fait, à savoir que on est en train de faire ce que l'on a envie de faire, ce que l'on pense qui est utile de faire. Et ça, quand on se retrouve dans des situations où on est obligé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, je pense que c'est tenable un moment, mais pas très longtemps, quoi, parce qu'il y a un moment, le naturel a envie de reprendre le dessus. C'est normal. Ou alors, tu te retrouves dans une position résignée hyper longtemps et tu finis à peu près fané. La plupart des Françaises et des Français, la plupart des citoyens, sont quand même dans des situations parfois, ils ne peuvent pas forcément décider. Ah ouais, oui, c'est très difficile. Il faut par contre trouver les moyens de faire évoluer les choses là où tu es à ce moment-là. Donc il faut... Mais toi, c'est-à-dire que toi, encore une fois, les gens pourraient dire, quand tu es au niveau où tu es aujourd'hui, de réussite par rapport à ce que tu as créé par le passé, est peut-être plus simple aujourd'hui pour toi de dire je ne prends même pas l'obstacle. Mais tu te vois quand même à 18, 19, 20, 21 ans dans ces années compliquées où quand tu n'avais pas plus de 500 utilisateurs dans Blablacar dans les premières années, quand ça s'appelait covoiturage, tu arrivais quand même c'est un point important. On avait une discussion que j'adore avec ici, il n'y a pas très longtemps, avec Emmanuel Faber. On parlait en fait de son départ de Danone. On avait cette grande discussion entre les compromis et les compromissions. Toi, j'ai l'impression que même un compromis, parfois, ça peut t'ennuyer. Et la vie est faite de compromis, on est d'accord.
oui, non, tu en fais, mais par contre, il ne faut pas que ce soit des choses qui... tu en fais quand tu sais que c'est un chemin vers quelque chose de mieux. Si tu en fais et que tu sais que par contre, c'est le chemin vers quelque chose de moins bien, il faut vraiment tu ne peux pas tenir très longtemps. Non, voilà, je pense qu'il faut... ça. Tu peux faire des compromis sur la route, évidemment, et même, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, tu passes ton temps à faire ça parce que tu as un but, mais tu vas passer parfois un petit peu à droite, parfois un petit peu à gauche, au-dessus, en dessous. Tu vas pas faire exactement... Oui, non, mais c'est dans nos vies. Dans nos vies tout court. Et donc, tu vas chercher un chemin, en fait. Donc, les compromis, c'est chercher un chemin pour réussir à avancer. Après, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on avance quand même dans la bonne direction. In fine. Quand on parlait récemment, on parlait de ton amour pour la musique, et en particulier pour le piano, on va dire pour beaucoup d'instruments, mais pour le piano. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a fait sourire et qui m'a fait réfléchir aussi, que j'aime beaucoup. Tu disais, moi, je recommence le piano. Tu as été un virtuose, un très très bon pianiste. Tu as mis ça de côté et puis tu as recommencé. Mais c'est pas le fait qu'il a recommencé qui m'a intéressé dans la discussion. Tu m'as dit, j'ai envie de jouer, je vais jouer. Mais au bout d'un moment, quand je joue, je me rends compte en fait que je ne fais plaisir qu'à moi. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens vont trouver un égoïsme dans ce qu'ils font. Parce que je ne fais plaisir qu'à moi parce que personne ne m'écoute. Si tu étais à Playel, c'était à la salle Playel. Si j'avais, je sais pas, 50 ou 100 personnes qui m'écoutent et que je fais plaisir qu'à moi, là, il y a un autre problème. Mais d'accord. donc voilà, tu as raison, il y a deux chemins là. Le chemin où la salle Playel, tu vas pouvoir y jouer un jour. Oui, mais là, effectivement, si je fais plaisir qu'à moi, j'y jouerai jamais. Mais tu disais que justement ce côté était un peu en train de dire, mais si ça n'intéresse qu'à moi, et ça me fait penser à Jacques Attali, qui disait quelque chose qui a été très repris dans une pause qu'on a eue récemment, qui a été reprise et qui a été sur les réseaux pas mal bousculée, parce qu'il dit en fait, je ne cherche pas à être heureux, je ne cherche qu'à être utile. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? C'est marrant, j'ai jamais formulé comme ça. Moi, en fait, être utile me rend heureux. Donc, de toute manière, si tu veux, c'est quelque part un alignement complet. Donc, je sais que quand je me sens utile, je me sens heureux. Voilà. Et effectivement, quand à l'inverse, je prenais l'exemple du piano, mais jouer du piano, c'est vraiment un plaisir. Alors, c'est un plaisir immense. Mais je me dis, c'est utile à personne d'autre qu'à moi. Donc, est-ce que ça me rend vraiment heureux ? Alors, ça me rend heureux parce que ça me fait vibrer la colonne vertébrale. Ça, tu vois, ça fait des sensations. La musique, ça fait des sensations incroyables. C'est un peu ce qui nous connecte presque à l'univers. Enfin, tu vois, c'est universel justement. La musique, ça parle à tout le monde et c'est fabuleux pour ça. Enfin, je trouve que ça nous fait voyager. Mais effectivement, c'est un plaisir qu'on peut partager. C'est pour ça aussi que tu vois, il y a des concerts où parfois tu as 80 000 personnes qui partagent en même temps une émotion, une sensation, et c'est magique. Mais c'est vrai que quand toi tu joues tout seul dans ton coin, tu te dis je suis utile à personne. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose. Comme moi, tu vois, il y a 9 ans de ça, quand j'ai démarré une organisation qui s'appelle EPIC, à l'époque, à ce moment-là, je voulais être travailleur social. Et quand je regardais ça, en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'aime beaucoup aux États-Unis qui m'avait dit, mais travailleur social, ton utilité sera tellement plus faible en nombre que si tu restes sur ce sujet que tu connais bien, qui s'appelle l'entrepreneuriat, et que tu deviens entrepreneur social. Et c'est pour ça que j'ai monté EPIC à ce moment-là. Et en effet, au bout de quasiment 10 ans, c'est quasiment 2 millions de personnes qui ont vu leur vie transformée, alors que si j'avais été travailleur social, ça aurait été quelques centaines. Ma question pour toi, c'est à quel moment, à quel nombre, est-ce que tu as mis un nombre derrière ? Quand tu joues, si par exemple tu jouais à moi et si j'étais heureux, est-ce que ça te suffirait ou pas ? Oui, tout à l'heure tu me disais 80 ou 100 personnes. Est-ce qu'il y a un moment où ça peut être juste ton épouse, tes 2 enfants ? Est-ce qu'il y a un truc qui est suffisant ou est-ce que il faut que ça soit beaucoup ? Là, tout à l'heure, tu me parlais de Blablacar, tu me dis, tu es 3 continents, je sentais, toi, tu étais fier de ce que vous avez créé avec l'équipe. Mais est-ce que ça aurait été suffisant de le faire déjà bien en France ? C'est une notion d'optimum d'efficacité de l'énergie investie. C'est-à-dire que... On voit le matheux, ça y est, le matheux est arrivé. J'ai envie d'être à l'endroit où je peux apporter le maximum de valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ça explique la création de mon nouveau projet, Abdift. C'est-à-dire que, je vais te parler de la raison pour laquelle j'ai créé ce projet. C'est un jour, j'étais justement devant les locaux de Blablacar et il y avait la marche du climat qui partait d'Opéra et qui allait à République. Et je vois passer des jeunes de 20 ans avec des panneaux sur lesquels était écrit « Quand je serai grand, je voudrais être vivant ».
Alors déjà, je me suis dit, ça c'est quand même du slogan. Hein. Ils sont beaux au marketing. Et surtout, tu te dis, bon, alors attends, là, on a des jeunes de 20 ans, ils savent même pas, ils se demandent même s'ils vont être vivants plus tard. Tu vois, le niveau d'espoir est tombé quand même assez bas. Et si tu compares ça à ce qui a pu se passer dans d'autres mouvements sociaux, tu reprends mai 68 ou quoi, il y avait des beaux slogans, mais enfin, c'était pas ça. C'était pas, on n'a pas l'espoir de vivre. Là, on n'a pas l'espoir de vivre. C'est quand même grave. Et là, moi, face à ça, après, c'est une réaction, je pense, assez normale. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de donner l'espoir comment je peux contribuer moi, à ça? Comment je peux être utile? Comment je peux améliorer cette situation-là? Et donc là, tu viens assez vite sur la liste tu te dis, bon, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux être utile? Et moi, en tant qu'entrepreneur, avec ce que j'ai appris, ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux construire? Et alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de trouver une manière de faire en sorte qu'au lieu de simplement avoir le désespoir de se dire je risque de ne pas être vivant, donner à tout le monde un moyen d'agir. Parce que agir, non seulement ça rend heureux, mais en plus, évidemment, ça fait progresser les choses. Donc, de toute manière, tu as deux solutions quand tu es face à quelque chose d'aussi désespérant que ça. C'est soit tu t'assois et tu pleures, soit tu te retrousses les manches et tu agis. Et moi, je suis plutôt dans la deuxième catégorie, évidemment. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux construire, moi, en tant qu'entrepreneur, pour essayer de répondre à ça? Et c'est de là qu'est partie ma volonté d'aller sortir un nouveau projet qui s'appelle aujourd'hui DIFT, et qui est justement un moyen d'action qui envoie beaucoup d'argent dans les associations qui luttent contre à peu près tout, les dérèglements que notre société peut occasionner, du social à l'environnemental, en passant par la santé. Aujourd'hui, au bout de la deuxième année, quelles sont les métriques? Tout à l'heure, tu me parlais des métriques de Blablacar après 20 ans. C'est quoi les métriques de là, DIFT? justement, on a donc 350 entreprises clientes qui ont déjà utilisé le DIFT pour les distribuer à leurs clients ou à leurs collaborateurs ou à leurs partenaires. On a financé un peu plus de 200 associations et on leur a reversé, on a aiguillé à peu près 10 millions d'euros. Voilà, donc ça commence à être des chiffres significatifs, surtout pour une existence aussi courte. Et toi, ton objectif, c'est 1 milliard, c'est ça, hein? Oui, parce qu'il faut bien fixer un objectif. T'aurais dû mettre 10 milliards. Oui, mais bon, déjà, voilà. Non, mais c'est de se dire qu'effectivement, on crée une plateforme qui a un potentiel à démultiplier les efforts et les impacts. On va continuer notre discussion, et dans cette pause qu'on a aujourd'hui avec toi, Frédéric, on a aussi des pauses amicales, donc des gens qui t'aiment beaucoup, qui vont te laisser un message, qui ont quelque chose à dire, souvent une question, c'est l'objectif, et parfois on a aussi des pauses familiales, c'est le cas ici, on l'écoute. Bonjour Fred, c'est ta sœur Hélène. On m'a demandé de te poser une question dans cette pause amicale. Alors c'est pas facile, j'ai pensé à pas mal de questions, pro, perso, drôle, moins drôle. Et puis finalement, je me dis, tiens, te souviens-tu, tu t'en souviens forcément, de Liberto Egalito Commuto? Alors, oui. Fais-nous comprendre ce que c'est. Alors, le nom de la société Blablacar, c'est Commuto. La raison est que c'est Commuto SA. La raison est que initialement, quand je voulais lancer mon projet, il y avait non seulement la volonté de chercher un nom qui puisse marcher de manière internationale, et donc assez vite tu te portes vers deux catégories de noms qui sont soit les noms latins grecs, soit les noms anglophones, pour que ça puisse aller très très loin et que ce soit compréhensible dans plein de pays. Il se trouve que commuto, commutare en latin, ça veut dire échanger un service pour en obtenir un autre. Et donc initialement, quand j'avais eu l'idée de Blablacar, donc de l'échange de services pour faire du covoiturage, je m'étais dit, on va créer quelque chose d'en fait beaucoup plus large, où ce sera de l'échange de services, un petit peu comme il y avait eBay pour l'échange de biens. Là, on crée de l'échange de services. Donc, par exemple, je te donne un cours d'anglais et tu me coupes les cheveux. Je vais tailler ta haie et toi, et quelqu'un d'autre m'emmènera, je sais pas où, faire un Paris-Vendée en covoiturage. Et donc, je me disais, on va pouvoir créer un environnement dans lequel on crée des nouveaux services. Oui. Et donc, ce mot-là venait parfaitement fonctionner. Commuto, donc en latin, je répète commuto, commutare, qui veut dire échanger des services en latin, qui a donné d'ailleurs en anglais commuting. Donc c'était commute au sens de, tu sais, to commute, c'est aller d'un endroit à un autre en anglais. Et donc ensuite, pour symboliser tout cela,
j'avais fait une tagline qui justement reprenait à la fois les valeurs de la France, mais aussi qui se mettait avec Commuto, et donc ça faisait Liberto, Egalito, Commuto pour venir avec. Et dans ce grand système de Commuto, je prévoyais d'avoir une monnaie pour faire cet échange de services qui s'appelait les mutos. Puisque tu avais les co-mutos, et donc les mutos, c'était ce que tu pouvais échanger. Et puis ça vient du latin, tu vois. Il ne faut pas être trop intelligent parfois, en fait, c'est ça que ça veut dire. Voilà, non, mais ça marchait très bien comme muto. Mais Liberto, j'adore. Et ça, donc ça, c'est au tout début. Donc ça, on est au début. Et donc merci Hélène pour. Merci Hélène pour cette question. Non, c'est génial. Je sais pas. Pourtant, je connaissais un certain nombre de sujets sur Blabla. Comment tu as monté ça? On parle d'entrepreneuriat. On a parlé de musique. Pourquoi musique? C'est qu'à un moment, c'était un peu ton option A, en fait. Tu avais regardé ça, tes deux parents sont professeurs, c'est aussi important de parler de la famille, deux parents professeurs, ils te donnent cet amour de la musique, tu y vas régulièrement, tu grandis en jouant tout un tas d'instruments, tu vas à La Rochelle, et puis même après tu vas au Conservatoire de Paris. Il y a un moment où, comme parfois les jeunes qui sont passionnés par le sport ou par la musique, tu te dis, soit tu n'as pas le niveau, soit c'est pas pour toi. Tu te dis un peu toujours tout ça à la fois, hein. Enfin, tu as toujours beaucoup de doutes. Quand tu fais des choses, c'est pas que tu n'as pas de doutes, c'est que tu les dépasses. Donc oui, moi j'ai toujours eu plein de doutes, j'en ai encore plein, et j'en ai tous les jours. Et je vis avec ça, et c'est ce qui me permet aussi de... Parfois, alors justement, il faut se demander c'est pour ça qu'il faut que la raison prenne un peu le dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire, et comme ça, ça te permet de dépasser tes doutes. Sur la musique, c'est ce qui m'a permis... déjà, ça m'a apporté beaucoup de choses. La musique, ça apporte énormément. Ça apporte la rigueur du travail, ça apporte la créativité, ça apporte les possibilités, ça apporte les émotions, les sensations. Enfin, c'est assez magique comme galaxie, la musique. Hein. Ça a un petit peu tout. Et quand tu crées ensuite un projet, tu te rends compte qu'il y a un petit peu les mêmes choses, parce que ton projet, si tu veux qu'il marche, il va falloir beaucoup travailler. Il faut quand même que tu y mettes de l'émotion, surtout parce qu'au début, tu n'as pas suffisamment de données pour savoir où tu vas vraiment. Donc, il faut que tu sentes les choses et que tu saches comment les structurer en faisant appel à quelque chose qui est plutôt intérieur à toi qu'à des données externes. Et puis ensuite, il y a beaucoup de créativité à avoir pour pouvoir faire évoluer ton projet. Donc en fait, sur ces trois dimensions-là, le travail, la créativité et puis les émotions, l'entrepreneuriat, la musique ont beaucoup de similarités. Donc après, est-ce que moi je me suis vu, tu sais, enfin à 16-17 ans, tu te vois pas, tu sais pas bien ce que tu vas faire. Hein. Donc moi je trouvais ça très bien d'aller m'orienter vers la musique. En même temps, je lâchais pas non plus la proie pour l'ombre, c'est-à-dire que j'adorais les maths et j'étais quand même en terminale scientifique, j'étais en classe horaire aménagée. Après, j'ai poursuivi un cursus scientifique en me disant, bon, j'adore les maths, je vais en faire maintenant, aujourd'hui, parce que si je veux faire de la musique, je pourrais toujours en faire plus tard, ce qui est d'ailleurs le cas, puisque je m'y remets un peu. Alors que l'inverse, c'était pas possible. C'est-à-dire que partir sur une carrière musicale et revenir vers les sciences après, c'était plus compliqué. C'est marrant, tu dis quelque chose... pas qui m'étonne, mais c'est vrai que j'ai cette discussion-là avec d'autres camarades entrepreneurs sur le doute. Toi, tu dis que tu doutes vraiment tout le temps. Moi, j'ai vraiment deux catégories d'entrepreneurs. Hein. Des gens qui doutent peu ou pas. Alors après, tu me dire, ils le disent pas. Mais c'était ça. Mais rien. Mais qui travaillent. Moi, je vois par exemple perso en tant qu'entrepreneur, moi, je travaille énormément en amont. Ouais. Je vais vraiment passer énormément de temps pour bien tout qualifier, regarder, faire des études de marché dans le... Et quand je suis... Après, je sais aussi qu'on va pivoter, certainement, mais le doute m'accompagne assez peu. Je suis assez persuadé, je sais pourquoi je le fais. Et puis, tu as l'autre partie qui aime, toi, douter, comme ça les permet de progresser et de se changer. Les deux se changent, mais d'une manière différente. Parfois, c'est un peu avant, d'autres, c'est pendant. Toi, tu vois vraiment ça aussi? Toi, tu es plutôt dans cette catégorie, continuellement, tous les jours, douter, poser des questions? Ouais, alors j'essaie de préparer beaucoup aussi, mais j'essaye surtout de ressentir mes doutes et de ne pas les ignorer, parce que je pense qu'ils m'apprennent des choses aussi. Les doutes, ils t'apprennent quelque part à naviguer dans un champ d'iceberg et à pas justement te prendre les icebergs. Tu parlais tout à l'heure de
du travail. Et tu n'as jamais vraiment lâché le travail, on peut le voir, parce que tu fais des études, on peut dire, de grande qualité, parce que tu fais maths sup, maths spé, tu fais normal, et puis tu termines tes études par partir aux États-Unis, parce que tu fais certainement une des plus célèbres écoles au monde, qui s'appelle Stanford là-bas. Toi, c'était essentiel, les diplômes. Est-ce que tu as été extrêmement poussé? Alors c'est vrai, quand tu as deux parents professeurs, mathématiques, c'est ça? Ouais, mon père prof de maths et ma mère prof de français. Oui, donc tu as quand même, t'es un peu l'enclume et le marteau, là, tu peux pas faire vraiment de choses, mais ils t'ont beaucoup poussé. Et là, en particulier pour les parents qui nous écoutent? Je pense qu'ils m'ont plus donné envie que poussé. Ouais. Comment donner envie? Alors, ça, il y a plein de parents qui vont être contents de savoir comment tu donnes envie ton enfant à aimer les maths. Alors moi, Ah bon? Ah non, mais moi j'adore les maths, ouais. Mais comment ils t'ont donné envie? Ils t'ont montré tôt les choses? Ouais, alors je me souviens par exemple que mon père me faisait compter en base 2 quand j'avais 4-5 ans. Déjà, tu vois. Base 2? Ouais. En base 2, tu sais, c'est qu'avec des 1 et des 0. Ouais. Donc c'était assez marrant. C'est très marrant, tu peux décomposer les chiffres. 2 en base 2, c'est 1, 0, c'est 10 en fait, puisque c'est la base 2. Alors, en base de 10, 10 c'est 10, mais en base 2, c'est 10. J'espère que tout le monde nous suit, parce que moi, j'essaie de m'accrocher. 4, c'est 100, parce que c'est 2 fois 2. C'est comme 10 fois 10. Okay. Donc, tout ça paraît logique. 4, c'est 1, 0, 0. Donc, tu avais 5 ans. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, 4-5 ans. Non, oui, bon, après, j'ai toujours aimé compter. J'ai toujours aimé compter, ça, j'aime bien. Mon père me raconte que quand j'étais petit, je comptais quand même toutes les gradations sur un mètre, tu vois, sur un mètre de couturière, quand même. Ok. Je m'entraînais à compter en partant de 0 jusqu'à 100 sur les gradations. Ah, t'aimais vraiment ça? Ah oui? Donc, justement, comment ils ont... Donc, tu penses que c'est toi qui aimais juste ça? Et comme tu étais très bon, ça arrive souvent, quand tu es très bon, souvent, tu continues à aimer. Ah oui, parce que tu as un plaisir de réussir. Ouais. Le plaisir de comprendre. Tu arrives à comprendre parce que tu as les outils précédents pour comprendre la suite. Donc, tu arrives à passer les niveaux. Tu as souvent été second, toi? Dans ces années-là? Oui, ouais, j'ai souvent été second. Troisième moins. Non, si, ou troisième, ou même... oui, je me souviens, une fois j'ai eu une note en dessous de la moyenne quand j'étais en 4e, et je me souviens que ça a été très très dur. Mais après j'en ai eu plein. J'en ai eu beaucoup plus après. En maths plutôt, après les prépas. Maths spé. Non, mais c'est vrai que oui, bon, je me souviens qu'en terminale, j'avais 19,5 de moyenne en physique. Ouais. Voilà, j'avais pas 20. Ouais. Mais j'ai été quand même... On peut pas te donner 20, on peut pas donner 20 dans le système. Non, et par contre, tu vois, y a la transition entre en terminale, t'as 19,5 sur 20, et après arrivé en maths sup, je me souviens de mon premier devoir que notre professeur de physique nous rend, qui s'appelait Monsieur Cabarocas, qui venait d'Agen, et qui avait donc un accent d'Agen, et qui nous dit, alors déjà on arrive en classe, il nous dit, on était à Henri IV, bonjour à tous, vous étiez parmi les premiers de vos classes, ici vous êtes 46, il y aura un premier et un 46e. Donc déjà, il te met il te place. Il te place le décor, et après il te rend les copies. Et quand il nous avait rendu les premières copies, je me souviens très bien, il me rend ma copie, il me regarde, il me dit, tu sais, puis il les rendait dans l'ordre inversé, c'est-à-dire qu'il commence par les pires notes. Ouais. Puis après, donc tu pries pour que jamais ils disent ton nom. Tu vois. Et donc, à un moment, mon nom vient. Combien, toi? T'étais combien? Et là, il me rend ma copie, et il me dit, Mazella, 2,25, 41e ex aequo. Et 2,25, et là il me regarde, il me dit, j'ai tout compté. Tu sais, genre, ne viens pas réclamer un quart de point, tu as 2,25 sur 20, ça doit te faire drôle parce que tu n'as jamais pris une tôle pareille. Et t'es 41e. Et 41e, ex aequo. Alors, c'est un principe. Alors, tu sais, c'est un principe. Moi, 46. Ouais, j'ai souvent vu aux États-Unis. Moi, je sais que j'ai passé longtemps aux États-Unis, tu le sais, et j'ai vu mes enfants aussi grandir là-bas. Et là-bas, les États-Unis, c'est un peu l'inverse. Tu penses que c'est un bon système, ce système de certaines prépas, que ce soit des prépas physiques, mathématiques ou générales, où globalement, si au départ, on te bastonne pas pour montrer qu'en fait, t'es pas bon, et en fait, tu vois, le principe, c'est on va te faire toucher le fond, et on espère que tu vas remonter à la surface. Tu penses que c'est positif, toi, ça? Je pense que c'est pas aussi extrême partout, mais que y a une notion où c'est important pour réussir à se mettre en mode travail et travail intensif. Et tu le sais très bien, pour réussir quelque chose, il y a un moment, tu passes par la case travail et tu y restes longtemps. Vraiment, de manière très intense. Donc, il faut faire comprendre que rien ne se passe sans le travail. D'ailleurs, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est souvent, je dis, il n'y a pas d'ascenseur pour les entrepreneurs. Il n'y a que des escaliers. Donc maintenant, soit on a compris, soit quand on passe en mode entrepreneur, on a compris que c'est des escaliers, et même c'est des escaliers assez rudes. Soit
et on risque d'y arriver, on a des chances d'y arriver parce qu'on va mettre les efforts qu'il faut pour y arriver, soit on pense qu'il y a un ascenseur quelque part et on va chercher le bouton pendant très longtemps, sauf qu'on va rester au sol. Et donc il ne faut pas croire au Père Noël, il n'y a qu'une seule manière d'y arriver, c'est de beaucoup travailler. Je pense que c'est bien de nous apprendre, y compris dans nos études, que le travail est extrêmement important et c'est une manière de le faire que de nous montrer justement qu'on ne sait pas grand-chose. Je peux te citer un autre exemple, c'est quand je suis rentré à Normal Sup, où là, t'as passé à un niveau de plus. Et je me souviens que la directrice nous accueille en salle du SAN, là, qui est la salle Normal Sup, où ils accueillent tous les élèves. Et elle nous dit bravo. Vous êtes l'élite. Non, pas du tout. Justement. Ah, pas du tout. Bravo, vous êtes rentré à Normal Sup. Vous savez remplir un questionnaire. Tu dis, toi, t'as passé des épreuves de 3 ou 6 heures de dingue. Ouais. Hein, tu sais, où il y a des milliers de gens qui se présentent et puis t'as été pris. Dans ma classe en physique, on était 23 reçus, tu vois, sur des milliers de candidats. Donc c'est quand même très, très, très sélectif. Ouais. Et là, elle te dit, bravo, vous savez remplir un QCM, un questionnaire. Et là, tu dis, ouais, quand même, ton questionnaire, il était un petit peu Madame Besnard, attends. Christine Bénard, je crois, oui. Et elle nous dit, oui, parce qu'il faut bien que vous imaginiez que les questions auxquelles vous avez répondu ont été imaginées par d'autres personnes. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va apprendre ensemble à imaginer les questions. Et là, tu te dis, ah ouais, d'accord, donc jusqu'ici, j'ai fait que répondre à des problèmes que d'autres personnes avaient formulés. À partir d'aujourd'hui, on va formuler les problèmes. C'est beau. C'est très très beau. Et ça, c'est une belle prise de conscience aussi du fait que déjà on ne connaît pas grand-chose, mais que en plus, évidemment, le champ des possibles est assez infini. Et donc, je trouve que ça ouvre l'esprit et que ça nous aide justement à aller chercher plus loin. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vraiment réussi. Réussite, encore une fois, dans son engagement, dans la partie financière, dans la protection qu'il a pu donner à certaines personnes, sans travailler plus que les autres, et plus que de raisons. Quand je dis plus de raisons, c'est qu'on doit tous sacrifier quelque chose. Tous. Je n'ai pas connu un entrepreneur qui n'a pas sacrifié quelque chose. Toi, t'es passé par là. Qu'est-ce que toi, t'aurais sacrifié pendant ces années d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis juste, c'est logique, c'était ce qu'il fallait donner pour réussir? J'ai une approche où j'essaye de tout faire pour que ça marche, pour ne pas avoir de regrets. Donc, j'y mets le maximum d'énergie. J'y mets tout. Voilà, je suis assez entier sur ça. Et pourquoi? Pour ne rien regretter. C'est-à-dire pour me dire, si jamais ça ne marche pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Parce que pour moi, le pire, ce serait de me dire, ça n'a pas marché parce que je n'y ai pas mis j'ai pas tout essayé. Ça me fait penser à ce que j'ai écrit dans le bouquin, dans mon deuxième livre qui s'appelle Ose, qui était vraiment une ode à l'entrepreneuriat, tout le monde peut devenir entrepreneur. Il y a un chapitre que j'appelle « L'Eureka n'existe pas ». Donc moi souvent, j'ai cette question d'entrepreneur qui aimerait être entrepreneur en disant « comment je fais pour trouver l'idée ?» Comme si l'idée, toi, tu t'arrêtes à rester un peu comme Newton sous son arbre et la pomme qui tombe. Toi, explique-nous qu'est-ce qui se passe ce mois de décembre 2003, parce que c'est là, on est au début de ce qui va devenir Commuto, covoiturage, Blablacar. Qu'est-ce qui se passe? C'est ta pomme qui tombe dessus. Il se passe quelque chose qui va changer ta vie. Oui, alors je devais rentrer en Vendée depuis Paris pour les fêtes de fin d'année. Et puis, comme je m'y suis pris tard pour essayer de réserver un billet de train, il n'y en avait plus. Et j'ai appelé ma petite sœur qui habitait à l'époque à Rouen et je lui ai demandé si elle pouvait passer me chercher à Paris avec sa voiture et m'emmener en Vendée parce que sinon, je n'avais pas de possibilité d'y aller. Ou alors, il fallait que je parte en stop. Bon, c'était compliqué, le mois de décembre. Et donc, finalement, elle est passée me chercher. Et puis, sur l'autoroute A10 qui descend vers la Vendée, on voit les TGV nous doubler. Et donc, je vois un TGV passer et je dis à ma petite sœur, tu vois, je suis sûr qu'il n'y a pas de place dans ce TGV parce que j'ai cherché partout. Et puis, en même temps, je vois des dizaines de voitures sur la route aller exactement dans la même direction que le TGV et qui sont quasi vides, avec beaucoup de places libres en tout cas. Et je me dis, mais en fait, des places libres pour aller en Vendée, il y en avait peut-être plus dans les trains, mais il y en avait beaucoup dans les voitures. Donc il faut trouver un moyen d'aller mettre à disposition toutes ces places libres dans les voitures qui vont en Vendée pour qu'on puisse les réserver comme on réserve une place de train, mais là on réserve une place de voiture. Et
Et voilà, parce que je me dis, bon, là, moi, j'ai eu de la chance. J'avais ma petite sœur, mais il fallait connaître ma sœur pour pouvoir avoir une place pour aller en Vendée, ce qui ne fait pas un service. Et donc, si tu veux un service, il faut quand même aller pouvoir indexer tout ça. Donc voilà. Et donc, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est bête comme chou. Et je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas. Donc, j'ai cherché. J'ai pas dormi pendant 72 heures tellement je me disais mais c'est simple, comment ça se fait que ça n'existe pas? Alors, j'ai cru que c'était illégal ou je sais pas. Je me suis dit mais si ça n'existe pas, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. En fait non, il n'y a pas de bonne raison. Juste la bonne raison, c'est que personne s'était collé à vraiment le réaliser, quoi. Donc c'est devenu un compétiteur après, mais on va remercier la SNCF parce que s'il y avait eu peut-être plus de trains ce jour-là pour aller en Vendée, peut-être que tu n'aurais pas vécu ça. Ouais, après c'est très complémentaire aussi, hein, c'est pas uniquement. Bien sûr. Mais il y a eu voilà, c'est un monde où la compétition existe avec les bus, avec les trains, et encore une fois, c'est beaucoup de transports qu'on va dire décarbonés, en tout cas une certaine décarbonation, donc c'est que des choses positives. Frédéric, on parle d'entrepreneuriat, évidemment. Toi, tu l'expliquais tout à l'heure, on parlait avec les pâtes, qui étaient la denrée suprême des entrepreneurs. Tu disais ça parce que tu disais justement tu pouvais te le permettre. Tu étais jeune, tu n'avais pas de famille, tu n'avais pas beaucoup d'emprunts, tu pouvais te le permettre. Justement, ça, tu considères toi ou tu conseilles justement aux jeunes de ne pas attendre trop. Quand tu as des conseils à donner ou quand on te pose la question, tu penses qu'il y a comme un âge où il faut entreprendre, ou pour toi, il n'y a pas d'âge, il y a juste un peu plus de... Parfois, ça peut être un peu plus compliqué parce que tu as peut-être un peu plus de responsabilité, donc un plus grand risque. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'à tous les âges, c'est possible d'entreprendre. Par contre, ça ne va pas être forcément les mêmes méthodes. Voilà, comme beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses à pas mal d'âges différents, mais tu ne vas pas les faire de la même manière. Donc, c'est vrai que quand tu es plus jeune, tu as une énergie à revendre. Et puis, tu as peu de besoins, t'as pas de dépendance autour de toi généralement, c'est-à-dire que personne ne dépend de toi, à part toi, ou éventuellement ton chat si t'en as un. Mais voilà, donc tu as une forme de liberté qui te permet de dédier une énergie qu'il est difficile de dédier quand tu as des contraintes plus larges de vie plus tard. Mais après, tu as aussi, avec les contraintes que tu peux avoir plus tard, tu peux aussi avoir plus de moyens, donc tu peux entreprendre autrement. Tu sais, c'est le triptyque de l'énergie, du temps et de l'argent. Tu connais ça? Je vais l'apprendre. Alors, on a une petite demi-heure, vas-y. Non, mais quand tu es jeune, tu as de l'énergie, du temps et pas d'argent. Oui. D'accord? Quand tu es en milieu de vie, tu as de l'énergie, pas de temps et un peu d'argent. Et quand tu es plus âgé, tu as moins d'énergie, tu as du temps et de l'argent. Voilà. Le problème, c'est que pour réussir enfin, quand on dit argent, c'est des moyens, mais pour réussir à créer un projet, généralement, il faut avoir les trois. La vie mal faite, c'est ça que tu veux dire? Faut te débrouiller pour compenser ce que tu n'as pas. Justement, c'est quoi ton conseil, toi? Un jeune qui arrive, c'est quoi le conseil ultime que tu donnes à un entrepreneur? S'il y en avait un. De se trouver des compagnons de réflexion, et en général, ça s'appelle les cofondateurs, parce que tout seul, c'est trop dur. Pourtant, Blablacar, t'es parti tout seul. Ouais, mais j'étais toujours entouré de copains. Comme je te dis, je conseille. Enfin, je consulte beaucoup de gens autour de moi. Toujours, je leur pose plein de questions. Et tu dis plutôt, ayez des cofondateurs. Soyez pas seul. Ouais, ne pas partir tout seul. Et partir avec des cofondateurs le plus complémentaires possible. C'est-à-dire qu'ils savent faire des choses différentes, qui sont différents aussi. Qui sont bons dans ce qu'ils font aussi. Oui, mais qui sont passionnés. Ouais. Sur l'entrepreneuriat, on parlait tout à l'heure de la promotion de l'entrepreneuriat que tu fais depuis des années, et merci de le faire avec un petit nombre de personnes. Sur le fait que la France soit un pays d'entrepreneuriat ou d'entrepreneurs, ce que je considère évidemment, on a des talents incroyables, des ingénieurs, on a beaucoup de belles choses, mais on a un monde qui se complexifie avec des énormes bêtes, des géants américains, chinois aujourd'hui. Tu le vois encore bien, l'entrepreneuriat en France? Tu penses qu'on est capable de continuer à bien se développer, de réussir, d'avoir accès aux capitaux? Tu penses qu'il va falloir qu'on imagine d'autres choses? Alors là, on a quand même il y a un peu un changement d'échiquier là, actuellement, enfin, entre le mois de décembre et le mois de janvier, hein, enfin, là, très clairement. Donc déjà, il faut voir ce que ça veut dire.
Il y a des équilibres mondiaux qui, alors ça dépasse largement le domaine de l'entrepreneuriat. Hein. Donc forcément, l'entrepreneuriat est un petit bateau sur l'océan qui bouge. Comment ça va évoluer, c'est assez difficile à prévoir. Ce qu'il y a, c'est que on a des ressources de créativité et des ressources de travail très très grandes en France. On a aussi un pays qui est extrêmement bon pour nous mettre dans des situations de pouvoir réfléchir et penser à construire le futur. On a des conditions quand même de vie globalement dans le pays qui sont bonnes. Donc on a plein d'atouts. Après, il y a la dimension qu'il faut comprendre qu'on est un pays de taille moyenne. Et que les grands équilibres qui se jouent en ce moment sont entre des grandes plaques avec des pays qui comptent des centaines de millions, voire parfois plus d'1 milliard d'habitants. Enfin, des zones. Tiens, si on parle de la Chine, c'est plus d'1 milliard. Les États-Unis, c'est 300 millions. Et donc, si on veut pouvoir, nous, tirer notre épingle du jeu sur ce grand échiquier-là, il faut trouver les moyens de se fédérer, de se rassembler. Toi, t'es pro-européen, complètement. Toi. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de vraiment rassembler les forces ensemble pour, quelque part, de toute façon, c'est même un peu le sens de l'histoire, c'est-à-dire que c'est comme ça que se sont construites toutes les nations, c'est en réussissant à fédérer des populations ensemble pour faire des choses plus grandes. Même la France s'est construite comme ça, évidemment, en fédérant un petit peu tout le monde. On parlait je ne sais pas combien de langues, et puis on a réussi à se mettre ensemble pour faire nation. Bon, là, je pense que c'est un peu le moment de faire Europe, quoi, c'est sûr. Hein. Enfin, c'est le moment depuis longtemps, mais là, c'est le vrai moment. Et là-dessus, à part le dire, est-ce que tu imagines des choses à faire, à pousser, une voie, toi-même essayer de faire des choses? Il faut réduire la complexité de la multiplicité des schémas. Déjà, si on parle d'un point de vue purement pragmatique, administratif, création de société et comment tu fais pour faire grandir une société. L'image qu'on peut prendre, c'est que quand tu crées une boîte aux États-Unis, tu cours à 100 mètres, et quand tu crées une boîte en Europe, il y a 27 pays et tu cours à 110 mètres haies, quoi, avec 27 haies. Parce que les régulations dans les pays, elles sont toutes différentes. Les lois du travail, évidemment, les monnaies, les taxes, tout est différent. Donc, en fait... Sauf que, oui, le caveat là-dessus, c'est que la France, c'est très facile. Donc ça, on a beaucoup de chance en France. Mais... Créer en France... J'entends dans des bien sûr. Ça, on a la chance dans ce pays-là, c'est quand même en France, c'est très facile. Puis en plus, là, l'écosystème maintenant est extrêmement bien structuré pour accompagner les entrepreneurs quand ils démarrent, des incubateurs aux financeurs, partout. En passant par aussi l'image de l'entrepreneuriat qui est maintenant devenu extrêmement positive recherchée et attractive. Tout ça est extrêmement positif. Mais c'est la capacité pas que ça nous fasse oublier qu'on est un pays de taille moyenne, avec 65-70 millions de personnes. Bon, c'est la région, pour toi, c'est le continent qui fera qu'on arrivera à survivre. Oui, et puis voilà, bien penser au fait que c'est important aussi d'aller aider tout notre écosystème justement européen. Tu entends par là c'est-à-dire que c'est important que nous tous, en tant qu'Européens, on pense aussi à acheter des solutions européennes et pas toujours à acheter des solutions qui viennent d'ailleurs. Donc pour toi, quand tu achètes aujourd'hui quelque chose, t'essayes le plus possible d'acheter européen. Oui, français d'abord et européen après. Voilà, après la difficulté, c'est quand effectivement les produits ne sont pas de la même performance, où en fait là, ça devient être capable d'encaisser ou non le compromis dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que toi, t'arrives à tu tentes? Oui, j'essaye. Mais tu sais quoi? Moi, je suis fait comme toi, j'essaye. Tu sais quoi? C'est déjà... Disons, j'y pense tout le temps. Ouais. Voilà. Et après, tu fais ton choix en sachant si c'est un compromis que tu peux accepter ou pas. Si on revient sur Commuto, sur Covoiturage, Blablacar, il s'est passé un moment, quelque chose. C'est quoi ce moment? Moi, j'ai jamais vraiment compris ce moment qui a de bascule. On est quoi, 2008-2009, où il y a vraiment une croissance. Il y a un déclic, il y a un moment, tu sais, ce moment qui fait que tu dis, tiens, il y a un truc que j'ai compris. Tu as changé plein de fois de business model. Il y a un moment... Oui, j'ai changé 6 fois de business model. En revanche, la beaucoup pivoté. Pivoter le business model. Oui, après, oui, mais alors effectivement... Mais c'est quoi le... Est-ce qu'il y a quelque chose, tu as trouvé le moment, tu dis, voilà, l'alignement, il est bon là? Alors en fait, au niveau croissance du trafic sur le site grand public, ça a à peu près toujours été exponentiel.
Alors une exponentielle, c'est quoi? C'est multiplié chaque année. Donc, sauf qu'au début, tu passes on fait vraiment plein de cours de maths avec toi, je suis content. Ouais, exponentielle, donc c'est comme ça, c'est ça, d'accord. On va continuer juste après, tiens, parce qu'on va parler d'exponentielle et de linéaire. Wow, okay. Vas-y, je suis prêt là. Non, mais exponentielle, c'est 2 x 2, 4 x 2, 8, 8 x 2, 16, 16 x 2, 32, 64. Là, j'arrive à suivre. C'est bon. Donc ça, on avait une croissance qui a toujours un peu été exponentielle. Le problème, c'est que, suivant le modèle économique que tu appliques, tu vas ou non réussir à compenser les coûts qui eux-mêmes sont exponentiels. Parce que quand tu as un service qui grandit de manière exponentielle, tu as des coûts en face qui grandissent de manière exponentielle forcément, puisqu'ils suivent le trafic quelque part que tu as, enfin la quantité de services que tu rends. Et donc on avait une croissance exponentielle, c'était super, mais des coûts exponentiels aussi. Et en face de ça, il fallait trouver le modèle économique qui allait réussir à se calquer sur cette croissance exponentielle. Et le premier modèle économique qu'on avait trouvé, et c'était de réussir à vendre des plateformes de covoiturage aux entreprises. Et d'ailleurs, c'était pas ce que je voulais faire au départ, mais si tu veux, donc on avait eu une dizaine d'entreprises qui nous avaient appelés en disant oui bonjour, c'est super ce que vous faites sur covoiturage.fr. Moi, j'aimerais avoir ça pour mon entreprise. Et moi, je leur disais je suis désolé, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on fait le site grand public, mais voilà. Sauf que quand d'une part, tu manges des pâtes, que tu arrives à payer personne et que tu n'arrives pas à avoir de revenus sur ton site grand public et qui commence à coûter je le fais. Voilà, que commence à coûter très cher. Au 11e coup de fil, tu as une boîte qui t'appelle qui dit on voudrait covoiturage.fr pour notre entreprise. Tu dis d'accord, combien? tu changes de mode. Tu dis bon, ok, j'ai compris. Faut que je trouve quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à développer des plateformes de covoiturage pour les entreprises. Mais le problème, c'est que la croissance de cette activité-là, en revenus, elle était linéaire. Donc, initialement, c'était bien, ça nous permettait de couvrir quelques coûts par rapport au site grand public qui, lui, n'avait pas de modèle économique et connaissait une croissance exponentielle et donc très coûteuse. Sauf qu'à un moment, et alors là, il faut effectivement se rappeler de ces cours de maths, mais une exponentielle croise toujours une linéaire, forcément. Oui. Et c'est-à-dire que quand tu as une exponentielle... Fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux. Et si il y a une exponentielle de coûts qui monte vers le ciel en forme d'exponentielle, donc bien courbée comme ça, qui monte bien raide, verticale tout le temps vers le haut, forcément, elle va croiser n'importe quelle droite. Voilà. Et donc, quand tes revenus, c'est une droite, et tes coûts, c'est une exponentielle, il y a un moment, ça se passe mal et ça se passe très mal. C'est-à-dire que, évidemment, tu plonges tes coûts. Donc, il fallait absolument qu'on trouve un modèle économique qui allait et vous le trouvez. Suivre. Voilà, donc on en a essayé 6, mais finalement, le 6e, il était bon. Et donc, c'est plutôt à ce moment-là, et ça, c'est 2011, c'est plutôt à ce moment-là où là, je me suis dit, bon, ça y est, on est sorti d'affaire. Parce qu'on a trouvé un moyen pour avoir des revenus qui vont compenser nos coûts. C'est toujours le même depuis 2011? Oui, c'est toujours le même. À peu près. À peu près. Enfin, il y a des petites évolutions. Donc là, parlons un petit peu donc de ces. Là, on est dans des bons moments. La croissance va être forte. Tu as trouvé le business model. Le financement arrive. Tu peux passer à d'autres plats que des pâtes. Tu lèves beaucoup d'argent. Je mange toujours des pâtes, parce que j'adore ça, en fait. C'est ça, mais en plus, tu as le nom de famille qui avec le... C'est ce que j'avais dit une fois à un journaliste qui était venu me voir au tout début de covoiturage.fr, qui m'avait dit, je passe 3 quarts d'heure avec lui pour essayer de le convaincre que mon truc va marcher, tu vois. Et on finit l'entretien et il me dit, bon, alors, il y a quasiment personne sur votre site. Voilà, vous êtes tout seul. Le peu de gens qui viennent sur votre site, ils vous versent pas 1 euro. Vous comptez tenir combien de temps, monsieur Mazella? Tu sais le nom de ce journaliste? Non, je me souviens pas. Ah, trouve-le. Et là, j'étais à bout d'arguments, enfin j'étais à court d'arguments. Et je lui dis, écoutez, je m'appelle Mazzella, j'ai des origines italiennes, je peux manger des pâtes pendant 10 ans. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, je vais tenir grâce aux pâtes. Si ce journaliste nous écoute, peut-être que ce n'était pas un journaliste en fait. Il venait juste piller de l'information. Donc on est sur ce moment-là. Là, on est en 2015, je crois, 2014-2015. Là, vous commencez à lever beaucoup d'argent. Ces années-là, qui ont continué après pendant des années, où un certain nombre d'entreprises levaient beaucoup d'argent. Et là, on a vu créer apparaître dans le monde entier des licornes. Et donc, vous faites partie de ces premières licornes en France. Vous levez, je crois, 200 millions d'euros à une valorisation que vous avez annoncée d'ailleurs assez tôt, qui était 1,4 milliard d'euros. Donc, des montants considérables.
Donc là, on est bien loin, quelques années après, ça va très vite quand même, de ce que tu vivais, comment tu le vivais. Est-ce que ces moments-là ont été... est-ce que tu as été happé par un peu comme à un moment ou un autre, tu t'es trouvé homme sandwich, tu as été un peu là au moment et tu dis, bon, bah, on a besoin de toi parce que si tu vas représenter l'entrepreneuriat en France. Là aussi, est-ce que tu penses que après avoir mangé des pâtes aussi longtemps, c'était pas forcément les sommes qu'il fallait prendre, il fallait peut-être être un peu plus raisonnable, ou tu disais, mais attends, tu sais quoi, je prends le plus d'argent possible. Comment tu l'as vécu ça? Mais il faut voir qu'en face, à n'importe quel stade de développement, une entreprise est capable ou pas capable d'absorber une certaine quantité d'argent. Tu peux pas arriver sur un projet tout jeune et lui dire des centaines de millions d'euros ou quoi, sans que l'équipe et le projet soient capables de les absorber. Donc derrière ces financements-là, il y a tout le temps un plan de dépenses. Stratégique, bien sûr. Voilà. Et le plan de dépenses, il est très très clair quand tu commences à lever ces sommes-là, en tout cas pour le format de projet de société dont on parle, c'est d'aller faire une expansion internationale, et donc tu chiffres les coûts, tu dis on va mettre 5 ou 10 millions sur ce pays-là, sur ce pays-là, sur ce pays-là, sur ce pays-là, et donc en fait tout est mesuré, si tu veux. C'est pas juste de l'argent qui arrive et tu te dis j'en fais ce que je veux. C'est pas du tout le cas. C'est très prévu la manière avec laquelle tu vas le dépenser. C'était pas sur ton compte en banque que c'est tombé. Ah non plus, oui, non, ça c'est sûr, ça tombe sur le compte en banque de la société, évidemment. Mais non, mais ceci étant, c'est un vrai point, parce que tu le sais très bien que ces moments-là sont des moments assez incroyables, de moments où l'excitation est majeure, et en fait après il faut justement déployer ça sur des métiers parfois dans des pays où vous n'aviez aucune compétence, pas de connaissances, pas d'équipe. Il a fallu créer des choses. Donc quand tu dis créer, il y a toujours des choses qui ne se passent pas aussi bien que ce qu'on imagine. Puis après, il y a des moments compliqués, des crises, le Covid, enfin, tout est, tu vas me dire, très classique. Quand on parle des escaliers, on est dans les escaliers, là, on est entre le 17e étage et le 18e étage de Blablacar. Comment toi, tu le vis à ce moment-là? Tu le vis justement en disant, il y a eu, moi, j'ai assez peu entendu des choses de ton côté, en fait, négatives, en disant juste, je l'ai toujours vu dire, oui, ça va, ça avance, quand... Je savais très bien que c'était extrêmement complexe et compliqué. Ce système-là, en interne, tu as réussi toujours à tenir une vraie bonne direction en disant juste on va y arriver, tu vois. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites voilà, c'est loin quand même, c'est loin l'autre côté de la rive quand même? Oui, je pense que le Covid a été difficile forcément, parce que tu vois, quand tu as un soir où le président dit à tout le monde bon alors vous devez plus rencontrer des gens que vous connaissez pas, et puis faut plus vous déplacer. Tu dis, alors attends, le modèle économique. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait du covoiturage. Donc, le principe, c'est que tu vas voyager justement avec des gens que tu rencontres. Sans masque. Donc, non, oui, c'est sûr que là, on s'est retrouvé avec... 2-3 ulcères. Ouais, bon, non, mais en fait, tu le prends comme ça arrive aussi. Et là, c'était Nicolas qui était à la barre et qui a magnifiquement géré cette période très compliquée. Parce qu'on est passé de on va dire 100% de trafic à 0,2% de trafic. Tu fais moins 99,8% de trafic sur ton activité, ça se voit. Je vois 24-48 heures, quoi. Enfin, tu vois, t'arrêtes. Tu connais la chanson de Philippe Catherine? Laquelle? Qui dit je coupe le son, tu vois, et je remets le son. Alors justement, c'est ce qui s'est passé pour nous. Parce qu'on ne savait pas ce qui se passerait juste après le Covid, après le premier confinement notamment. Tu sais, tout le monde se demandait si ce serait des courbes en U, des courbes en L, des courbes en W, des courbes en des logarithmiques. Voilà, des courbes de trafic comment ça repart. Et ben nous, c'était une courbe en U, donc c'est reparti. Donc c'était vraiment la chanson de Philippe Catherine, je coupe le son et je remets le son. Et on a remis le son et c'est reparti, le trafic est reparti. Après, l'autre confinement, ça a ralenti, mais après... en fait, il y a une résilience très forte dans la communauté, dans la marque, dans l'esprit qu'on a réussi à créer, l'esprit d'entraide. Et s'il y a une chose que tu n'as pas bien faite en tant qu'entrepreneur, tu dis tiens, ça j'ai pas bien fait dans ces années-là, c'est quoi? Un truc que tu dis juste, j'aurais pu faire mieux. En fait, tu te dis, j'ai essayé 6 modèles économiques quand même. J'aurais peut-être pu m'épargner les 5 premiers. Tu vois, aller plus vite pour mettre de côté quelque chose, tu penses que c'est ça? Alors ça, s'il y a une chose que je pense j'arrive à faire, c'est de bouger. C'est-à-dire, je reste pas en place. Je pense que c'est
quand je vois que ça marche pas, je Conseil aux entrepreneurs, sachez débrancher la prise. Ça, c'est souvent les entrepreneurs, ils laissent la prise longtemps. Après tu la rebranches ailleurs. Bien, si la première prise, elle marche pas, tu essayes la prise d'à côté. Ouais, mais il faut. Ça, t'es bon à ça. Tu sais faire ça. Ouais, c'est-à-dire que j'aime pas rester dans une prise qui marche pas, ouais. Donc, c'est ça. Donc, pour ça, on l'a fait. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui a fait la réussite du projet aussi, parce que tu vois, quand on dit tu as essayé 6 modèles économiques, si j'avais essayé de rester dans la première prise, ben j'y serais encore peut-être, où je serais mort sur ma prise. Mais pas électrocuté en tout cas. pas assez de courant. Pas assez de courant. La relation avec les investisseurs, sujet aussi très important pour beaucoup d'entrepreneurs. Toi, comment tu as réussi à gérer ça? Est-ce que On a de la chance, je pense. On a eu et on a encore, d'une part, des investisseurs extrêmement fidèles. Quels sont vos investisseurs? On a Isaïe qui a commencé par investir. Enfin, avant, on a eu un fonds d'investissement de Business Angels. Mais après, il y a eu le fonds Isaïe avec Jean-David Chamboredon. On a eu Axel qui est arrivé après avec Philippe Botteri. Ensuite, Index avec Dominique Vidal. Bon, puis après, d'autres fonds. Mais on est des gens... D'autres grands fonds étrangers. Ouais. Extrêmement... ça paraît... Ça paraît simpliste de dire ça, mais entrepreneur friendly, dans le sens où ce sont des gens qui savent ce que c'est de... ils en ont vu beaucoup, des entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, et donc ils savent la difficulté que c'est de faire marcher une activité, et ils ont tout le temps été en soutien de nous par rapport à ce qu'on faisait, en sachant qu'on faisait le maximum de ce qui était possible pour nous. Donc ça, c'est très important, parce que Et justement, tu parles de difficultés qui peuvent arriver. Si au moment où tu as des difficultés, en gros, tout le monde est dans le même bateau, et il y en a un qui commence à dire « ouais, c'est la faute de machin, c'est la faute de truc », enfin là, t'es mal en fait. Il faut rester vraiment dans une logique d'équipe où chacun se soutient. Et ça, nos investisseurs, qui sont des investisseurs professionnels, ont suffisamment d'habitude pour justement savoir, dans ces moments-là, être en soutien des entrepreneurs et non pas... en mode chercher des responsabilités. Tu as senti ou tu as eu des entrepreneurs, des investisseurs qui ont été bienveillants avec toi la plupart du temps. Rassure-moi, il y a quand même des moments où il y a un peu de bah non, écoute, calme. Non, on est assez... vous êtes assez unique. Alors là, franchement, les gars... J'ai pas souvenir d'un seul board, une seule réunion où le ton soit monté. Mais pas une. D'accord, ça monte pas forcément, mais il y a des gens... Tout le monde était toujours du même avis. J'aime bien. Non, on n'est pas toujours du même avis. Mais non, mais ils n'avaient pas besoin de monter sur la table, heureusement. Quoi. Ah non, mais ils étaient bienveillants. Oui, bienveillants, voilà. On va continuer les pauses amicales, Fred, avec une autre pause amicale, quelqu'un qui te connaît bien, qui évidemment t'apprécie beaucoup, qui t'a une autre question. N'aie pas peur, tout va bien se passer. On écoute. Salut Alexandre, salut Fred. Donc ma question pour toi, Fred, c'est quelle est la place de la bienveillance dans l'entrepreneuriat ? Tu connais très bien ce sujet. Je vous souhaite un très bon podcast à tous les deux. Ciao. Question 2, parce que Pierre Kosciusko-Morizet. PKM, Pierre Kosciusko-Morizet, un entrepreneur qui a créé un peu plus tôt que toi, quelques années plus tôt, une entreprise qui a eu un énorme succès également, qui a été un des aussi premiers entrepreneurs qui a vraiment réussi en vendant son entreprise Prime Minister à des Japonais, Rakuten, qui nous pose cette question-là, qui te pose cette question-là. C'est marrant que tu parlais de bienveillance juste avant auprès des investisseurs. PKM voit cette bienveillance dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est un sujet assez vaste. Je pense que la bienveillance dans l'entrepreneuriat, elle repose sur l'hypothèse, en tout cas la conviction que un entrepreneur fait tout ce qu'il peut pour que son projet marche. Donc, tu parlais de la relation investisseur-entrepreneur. Je pense que le jour où cette relation-là peut être mise à mal, c'est quand quelqu'un commence à avoir des doutes sur le fait que l'entrepreneur est en train de faire tout ce qu'il peut pour réussir. Et donc là, à ce moment-là, c'est un problème de confiance, parce que le contrat, entre guillemets, que l'entrepreneur passe avec toutes les gens qu'il recrute, parce qu'on parle des investisseurs là à l'instant, mais en fait, tu passes ton temps à recruter des gens autour de ton projet, tout. Tu recrutes évidemment des collaborateurs, mais aussi et surtout en premier des clients, enfin des gens qui vont utiliser ton produit. Tu recrutes des investisseurs pour qu'ils viennent t'aider en capital. Enfin bon, tu passes ton temps à attirer des gens autour de ton projet. Donc le contrat implicite que l'entrepreneur passe avec toutes ces personnes qui l'impliquent autour d'un projet nouveau, c'est rejoins l'aventure, je vais faire tout ce que je peux pour que ce truc-là marche. Donc je vais faire tout ce qui est dans le domaine des possibles pour moi, pour que ça marche. Et donc,
quand tu es de cette manière-là, en disant, moi, je vais donner tout ce que je peux pour que ça marche, tu attires de la bienveillance aussi, parce que les gens se disent, ils ont envie, du coup, que tu y arrives. Parce qu'en plus, ils sont rentrés dedans, donc ils ont envie d'y arriver avec toi. Et donc ça, c'est très important, et c'est ce qu'il ne faut pas rompre. Mais donc c'est vraiment très important de s'assurer que d'une part, tu déploies tous les moyens que tu peux, mais que tous les gens autour de toi sont convaincus de ça, parce que sinon, tu romps la confiance, et c'est là que tu perds la bienveillance globale qu'il peut y avoir autour des entrepreneurs. Merci Pierre pour ta question. Une pause vérité. Frédéric, pause vérité, ça va être... ça t'inquiète. On va voir ensemble quelques clichés sur le monde de l'entrepreneuriat. Alors là, ça va être facile pour toi. Et tu nous diras si, selon toi, ces clichés sont vrais ou faux. Tu peux m'expliquer après pourquoi, ok ? Tu vas voir, il y en a certains qu'on a déjà abordés. Tous les entrepreneurs ont une vision claire de leur projet au départ. Non, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire ? Non. Tu peux avoir une vision, une volonté, mais justement, la rendre claire, ça prend pas mal de temps. Parce qu'il faut la rendre compatible avec le monde qui nous entoure. Et ça prend un petit peu de temps. Est-ce que justement, par rapport à ça, est-ce créer une entreprise aujourd'hui est plus facile, selon toi, que la créer il y a 20 ans ? Alors ça, c'est très très dur, parce que faire de l'A/B testing comme ça, encore une fois, comme je te disais, quand tu crées une entreprise, ça dépend de tes conditions à toi et de ton contexte à toi aussi. Donc ça dépend de toi aussi. Et c'est pour ça que j'ai jamais répondu à la question quand on me disait est-ce que c'est plus facile de créer une boîte en France ou de créer une boîte aux États-Unis ? Je dis j'ai jamais créé de boîte aux États-Unis, donc je ne peux pas vous répondre. Voilà. Donc là, tu l'as créé, puisque tu as créé il y a 20 ans, et là, tu viens de créer Dift il y a 2 ans. Là, oui, tu le vois mais là, moi, j'ai vu que c'était plus simple pour moi cette deuxième fois, mais je sais aussi que c'est mes conditions à moi qui ont changé. Bien sûr. Donc, je ne vais pas dire que c'est plus simple dans l'absolu. Par contre, ce que je constate de manière assez les gens ouvrent plus facilement la porte. Oui, ce que je constate de manière objective et factuelle, c'est qu'effectivement, il existe beaucoup d'incubateurs aujourd'hui quand il n'en existait pas à l'époque. Et de financement. Il existe plus de financement. Public et privé. Voilà. Et l'image globalement de l'entrepreneur est mieux développée. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai créé ma boîte au début, à l'époque, je ne compte pas le nombre de gens qui m'ont regardé dans les yeux avec beaucoup de compassion, en se disant c'est bizarre. Ce mec-là, il était bien parti. Stanford. Et là, oui, puis je travaillais à la NASA en plus quand j'étais aux États-Unis. Il était bien parti. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a tout plaqué pour créer un site web d'autostop pour les beatniks. Tu vois ? Et là, les gens, ils te disent pas forcément ce qu'ils pensent, mais tu le lis dans les yeux. Tu lis dans les yeux. Et là, après, tu rames pour essayer de leur donner confiance. Mais pourquoi ? Parce que la profession d'entrepreneur n'était pas ni attractive, ni reconnue vraiment, et n'était pas un parcours souhaité ou souhaitable, ou en tout cas vu comme tel, par des personnes qui avaient des opportunités de carrière parfois assez mirobolantes à côté. D'ailleurs, tu le vois, hein, quand toi ou moi, on va faire des conférences dans les grandes écoles, 50% minimum des élèves, quand on leur pose la question s'ils veulent devenir entrepreneurs, ils lèvent la main. Donc voilà, on sent que ça a complètement changé. Le monde a changé. Époque, Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur doit compromettre certaines de ses valeurs pour séduire des investisseurs ? Et il vaut mieux pas. Parce que c'est toujours pareil. Mais il peut le faire. Est-ce que je pense... Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais fait. Mais toi, tu as des investisseurs en or. Ouais, non, mais voilà, après, il faut... Non, je pense que c'est pas une bonne solution d'aller compromettre des valeurs. Et je pense qu'il faut présenter ce qu'on a envie de faire et puis être plutôt dans une logique qui même me suive que d'aller... On ne peut pas avoir de vie familiale quand on est entrepreneur. Réussi, je devrais dire. Encore une fois, ça dépend déjà de ton stade de vie à toi. Je pense que ça dépend de l'organisation de chacun et de ce que tu arrives à mettre en place. Je pense qu'il faut qu'on adapte en tant qu'entrepreneur son implication sur le projet à ce que l'on peut donner sans mettre en danger d'autres équilibres humains par ailleurs, y compris un équilibre familial. Je dirais pas qu'on peut pas, mais il faut en tout cas avoir autour de soi des gens très compréhensifs. Ouais. Les entrepreneurs mentent souvent, j'aime bien celle-là. Ah bon? Tu sais, moi, j'ai eu pas mal de réponses différentes sur celle-là. Non, je dirais pas qu'ils mentent. En revanche, ils habillent la vérité. Ils croient profondément à ce qu'ils présentent, et c'est pas forcément ce qui va se passer. Tu vois? Wow. Mais voilà. Mais donc, c'est pas. Je pense pas que ce soit conscient. C'est pas vouloir mentir, c'est croire vraiment. C'est espérer tellement. C'est espérer tellement que quand on raconte le truc, on dit non, ça va se passer.
Bon, après, ça peut ne pas se passer. Ça, c'est comme ça. Mais c'est pas mentir, c'est croire que ça va se passer. On avance quelques années après, on parlait tout à l'heure, on a parlé de Nicolas Brusson. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en 2016, quand tu le fais, le passation de bâton, puisque tu restes évidemment très impliqué au quotidien, mais c'est lui qui devient le CEO. C'est quelque chose que tu recherchais? C'était une demande des investisseurs? C'est quoi qu'est-ce qui t'a décidé de faire ça? C'est rare? C'était un constat de... Ouais, c'est rare, mais enfin, tu vois, moi, j'ai fait 12 ans en travaillant 80-90 heures par semaine, justement, pour faire monter l'entreprise de 0 à 500 collaborateurs, et on est déjà sur 3 continents. Enfin, on a ouvert 20 pays entre 2012 et 2015, si tu veux, donc ça nous a quand même pas mal occupé. Et je pense que c'était une manière aussi de voir nos différences justement personnelles entre Nicolas et moi. Nicolas est beaucoup plus manager et à l'aise dans une gestion d'entreprise de centaines de personnes que moi. Moi, je suis plus sur des problématiques de vision, de construction d'équipe, de construction de projet. Donc, j'ai envie de dire la phase de démarrage entrepreneurial, c'est là où je m'éclate le plus. Après, gérer une entreprise de plusieurs centaines de personnes sur 3 continents, c'est aussi un autre job. Et donc, c'était juste reconnaître cette différence entre Nicolas et moi et faire en sorte que justement, Nicolas puisse avoir ce rôle-là qui serait plus utile pour la société. Très, très complémentaire. Toi, tu ne t'es jamais posé la question? Moi, tu vois, je me suis retrouvé, c'était en 2010, je crois, je me suis dit, mon entreprise qui fonctionne extrêmement bien en Europe, je vais gagner les US. Ouais. Je vais gagner les US. C'est bien d'être en Europe, mais c'était le numéro 1 aux US, c'est encore mieux. Et je suis parti là-bas. Toi, à ce moment-là, ces années-là où Blablacar commençait à être t'avais les financements, tu t'es posé un moment une question de dire je vais le faire moi-même, je vais y aller, Non, mais on s'est souvent posé la question des US, mais tu vois, c'est là où je pense qu'on a été un peu rationnel aussi sur la chose. Si tu veux, il y a des raisons qui ont fait que Blablacar existe et est né en France et pas aux États-Unis. Tu vois, un Airbnb, c'est né aux États-Unis. Blablacar, c'est né en France. Ouais, mais Airbnb fonctionne très bien en France aussi. Oui, je sais, mais à l'inverse, on a vu des projets se lancer sur le même thème que nous, Blablacar aux États-Unis, qui n'ont pas fonctionné. Et pourtant, tu vois, je vais te prendre un exemple, Zimride, qui s'est créé 3-4 ans après nous. Donc en 2008-2009, quelque chose comme ça. Zimride, qui a été fondé par John Zimmer et Logan Green, voulait faire du covoiturage longue distance comme ce qu'on faisait. Ils ont levé 8 ou 10 millions de dollars. Ils n'ont pas réussi à faire marcher véritablement le covoiturage comme nous, on a réussi à le faire. Et en 2010-11, ils ont pivoté sur Lyft, ce qui est devenu Lyft, donc concurrent de Uber. Et Lyft marche très bien aux États-Unis, comme Uber. Et donc, tu vois, nous, en voyant ça, on s'est dit, tiens, c'est marrant, parce que là, on avait typiquement 2 entrepreneurs qui manifestement étaient bons, puisque derrière, ils ont créé Lyft et que ça a cartonné, qui étaient financés, et bien financés. C'est-à-dire que nous, avec 8 ou 10 millions de dollars, on aurait fait un carton en partant de là où on était. Et ça n'a pas marché. Donc là, tu te poses des questions. Tu te dis comment ça se fait? Parce qu'ils étaient bons, ils étaient au bon endroit, en Silicon Valley, ils étaient financés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ce qu'on avait analysé, c'est que potentiellement le marché, alors après, il faut toujours réétudier parce que les conditions peuvent évoluer, mais le marché n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que, les distances sont plus longues, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'essence et tous les coûts associés aux voitures sont beaucoup moins chers aux États-Unis, surtout ramenés aux revenus par habitant aux États-Unis que ce qu'on peut avoir en Europe. Parce que l'essence n'est pas chère. Il y a moins d'intérêt en fait à partager. Voilà, donc l'intérêt à partager pour le conducteur et aller économiser $20 sur un trajet San Francisco-Los Angeles, il est faible. Et ensuite, par contre, la gêne potentiellement occasionnée est assez grande. Pourquoi? Parce que le système des transports en commun aux États-Unis est beaucoup moins bien développé que ce qu'on a comme transport en commun dans beaucoup de villes d'Europe, voire toutes. Et quand les conducteurs généralement récupèrent des passagers, ils les récupèrent à des endroits où ils sont déposés par les transports en commun. Donc en fait, ce maillage inférieur des villes aux États-Unis en transport en commun fait que le conducteur doit faire le tour de la ville au départ pour récupérer ses passagers et le tour de la ville pour les déposer. Parce que si on te largue au milieu de Los Angeles et qu'on te dit maintenant tu finis à pied, ça va pas être drôle. Donc il faut quand même que je te dépose là où tu vas. Donc en fait, quelque part, l'offre qui est donnée au conducteur de faire du covoiturage, elle est moins attractive que ce qu'on peut avoir à la fois financièrement et au niveau temps et implication que ce qu'on peut avoir en Europe et puis dans t'as vu depuis, parce que là c'était une analyse qui était passée en 2015, 2016, 2017. Est-ce que tu as vu quelque chose fonctionner aux États-Unis depuis?
Évidemment, Lyft et Uber. Oui, excuse-moi, en covoiturage. Après, il y a des systèmes de minibus sur New York ou des choses comme ça qui sont... sur des grandes distances, pas forcément. Mais sur des longues distances, aujourd'hui, non, ça n'a pas tellement évolué. J'ai plein de gens qui voulaient te poser des questions. Donc bon, on va écouter encore une personne. On vient d'en parler. C'est fou. On vient d'en parler. On va écouter une question amicale de Nicolas. Bonjour Alexandre, bonjour Fred. Merci de me passer le micro. Alors Fred, j'ai une question pour toi auquel je n'ai moi-même pas la réponse d'ailleurs, et pourtant je crois pouvoir dire qu'on se connaît bien. Et la question porte sur l'une de tes passions et un de tes talents incroyables et méconnus, ou moins connus, pour le piano et pour la musique. Et quand tu as eu plus de temps en dehors de Blablacar et que tu as cherché des nouvelles idées de business, j'ai l'impression que combiner cette passion ou ce talent pour la musique avec ton autre passion connue pour l'entrepreneuriat, combiner les deux ne faisait pas partie du champ exploré. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Et est-ce que tu cherches à garder ces deux choses séparées ou au contraire, t'aimerais un jour pouvoir les combiner ? Merci, à très bientôt. Merci Nicolas. Très bonne question. Et en fait, j'ai une réponse extrêmement claire parce que je me suis posé cette question-là vraiment très profondément. En fait, j'ai fait à un moment, entre guillemets, de ma passion musicale, un métier. Pourquoi ? Parce que j'ai composé différentes musiques. J'avais même composé à un moment, d'ailleurs, on a fait ça avec ma sœur et mon frère, une musique de pub pour le journal Le Monde qui avait été utilisée à la radio. Bon, bref, je me retrouve être compositeur SACEM. Enfin, bon, j'ai commencé. J'ai aussi composé d'autres musiques pour d'autres usages. Et je me suis retrouvé dans une situation où je devais livrer de la créativité en un nombre d'heures limité. Et ça m'a pas plu, en fait. Et je pense que ça plaît à pas beaucoup de compositeurs, très souvent, d'artistes, quand tu as une contrainte de devoir livrer, parce qu'évidemment, quelque part, le business n'attend pas, et donc on a besoin d'une musique pour demain matin 8h, sauf que toi, tu es encore la veille, tu n'as pas fini ton truc, tu passes la nuit, et puis à 8h du mat, tu as ton fichier, tu l'envoies, mais tu n'es pas très content, parce que tu n'as pas tout à fait fini. Et je me suis retrouvé à prendre quelque chose qui est une passion, la musique, et à essayer de le faire rentrer dans une obligation de quelque part de résultat. Et je me suis dit, ben non, c'est pas pour moi, parce que ça dénature un petit peu l'amour, la passion et le plaisir que j'ai à faire de la musique quand je le fais rentrer comme ça dans des cases. Mais là, ça aurait été toi en train de composer, mais la question de Nicolas aurait pu être, pourquoi tu n'as pas essayé de dire, je vais créer le nouveau Spotify ? Pourquoi justement, la question, c'est comment tu peux mettre ensemble ton talent d'entrepreneur avec ton amour de la musique ? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a plus de start-up sur ces sujets de musique à développer, qu'il y en a encore, tu vois ? Mais j'ai pas forcément c'est pas ça, c'était pas ton une idée là-dessus. Alors, je pense qu'il y a plein de questions là-dedans. On peut parler de l'industrie musicale. Est-ce qu'il y a des choses à créer en industrie musicale en tant qu'entrepreneur? Oui, il y en a plein. On peut parler combiner musique, mais vraiment musique. C'est-à-dire, pour moi, la musique, c'est l'émotion et le plaisir et la créativité et bon, tout ça. Pour moi, c'est ça, la musique. Donc, combiner la musique et l'entrepreneuriat, c'est comme ça que j'ai compris la question. Après, ça pourrait être... Et je pense que la question de Nicolas sera peut-être celle-là, on lui demandera. Moi, je pensais que c'était justement la capacité de créer avec ton talent d'entrepreneur, à travers une plateforme, un produit, quelque chose qui soit justement, qui touche ce segment artistique, mais qui a un déploiement important. Ben, tu vois, tu viens de me donner peut-être... Ça y est, c'est ça, le Eureka a lieu. On va écouter. Dernière pause amicale, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un. Mais t'as contacté tout le monde. Mais c'est pas génial, c'est qu'il y a des gens qui voulaient te poser ces questions-là. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a fait beaucoup pour l'entrepreneuriat en France, qui a fait beaucoup plus que pour l'entrepreneuriat aussi, pour le développement du digital, de la tech en France. On parle de Jean-David Chambon-Redon, qui est le patron d'Isaïe, que je connais depuis assez longtemps. La question de Jean-David. Salut Fred, c'est Jean-David. Une petite question pour toi. Quand je t'ai rencontré, tu étais à 100%, voire 130% sur covoiturage.fr qui est devenu Blablacar. Tu travaillais jour et nuit. Aujourd'hui, tu as un agenda beaucoup plus diversifié avec évidemment toujours Blablacar, mais aussi France Digital, Capitaine Cause, Les Pionniers, ta femme, tes enfants, etc., etc. Donc la question c'est, est-ce que finalement tu travailles plus ou moins qu'à l'époque ?
Et puis, est-ce que tu es plus heureux ou moins heureux qu'à l'époque? Voilà. Peace. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième. Je suis aussi heureux, en fait. Les deux sont très... Ouais, en fait, après, tu vas dire que je suis tout le temps heureux, mais c'est marrant, c'est le début de notre discussion. Tu sais, là, c'est bien, on termine. Tu sais, on disait la chose, tu disais qu'en fait, toi, t'es plutôt heureux comme personne. Mais c'est bien, ça. Moi, j'aime ça, hein. Bah ouais, parce que... C'est mieux. Mais non, mais parce que l'autre solution, c'est quoi? Tu vas dire, tu déprimes. De toute façon, tu sais quoi? Au bout, on est tous morts. Ouais. Donc maintenant, sur la route, autant s'amuser. Enfin, tu vois, autant être plutôt optimiste. Et après, en quantité de travail, non, je travaille moins aujourd'hui. En fait, je sais pas si c'est l'âge et que je suis mieux organisé. Et pourtant, effectivement, j'ai plus d'activités. Ouais. Mais en fait, j'ai compris probablement aussi autre chose. C'est que pour bien réussir tout ce que tu fais, il faut s'assurer, et c'est pratiquement le rôle le plus important d'un entrepreneur, de bien s'entourer et de faire les choses en équipe avec des gens sur qui tu peux compter et qui sont fiables, complémentaires et qui vont pouvoir justement t'aider à faire les choses que tu as envie de faire. Quand tu n'es pas entouré ou pas bien entouré, tu te retrouves à toi-même devoir tout faire. Et très souvent, une des raisons pour lesquelles tu n'es pas assez entouré, c'est parce que toi-même, tu n'as pas décidé de donner les moyens maximaux pour justement bien t'entourer. Une question complémentaire. Merci évidemment, Jean-David, pour ta question et pour tout ce que tu fais pour l'écosystème. Mais une question, tout à l'heure, tu disais, là, à l'instant, autant on va tous mourir. J'aime bien moi, c'est très positif, cette fin d'émission. Mais justement, toi, tu crois? Tu crois, toi, profondément? Alors, tu as la non, foi? Je ne sais pas. Moi, je suis agnostique. T'es agnostique, toi? Ouais, mais je sais pas. Je n'ai pas rencontré, on va dire, la foi. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors, je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Ça, c'est sûr. Donc, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà, je vais juste te dire, il y a probablement quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est bien de ne pas savoir. Et voilà, mais j'arrive à vivre avec. Ouais, mais et je n'ai pas besoin de m'imaginer que c'est telle chose ou telle autre pour réussir à quand même vivre. En parlant de pause, est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où tu aimes faire une pause? Ta pause, elle est où? C'est où cet endroit? Mais si je te dis après, je ne vais plus y être tout seul. Non, je vais en Vendée, moi. Vendée? C'est là, t'aimes aller là-bas, c'est là où la famille est, c'est là où c'est là où tu as grandi. Ouais. Et s'il y avait quelqu'un que tu aimerais écouter après que tu aies vécu cette expérience, cette pause, ici, il y aurait quelqu'un que tu penses qu'il faudrait qu'on invite? Einstein? Tu peux ou pas? Ça va être dur. Ça va être AI, peut-être. AI, je pourrais. Ouais, non, Einstein, ouais, ça, j'aurais bien aimé. T'as quelqu'un? Tu lui dis, tiens, qu'on devrait inviter? Quelqu'un? Ouais, mais je crois que tu en as déjà reçu plein. Alors, je vais te dire des noms, puis tu vas me dire, c'est déjà fait. Je sais pas, t'as invité, oui, forcément, Lucie Bach, tu l'as déjà eu. Oui. Mais forcément. Non, mais je peux la réinviter. Tu me demandes, moi, tu sais, tes désirs sont désordres. On réinvitera Lucie Bach. Ou Éléonore de Pigment. Éléonore de Pigment. Ouais, Éléonore Crespo. Éléonore Crespo. On l'invitera. Tu vois, votre liste sera réalisée de vœux. Si des gens veulent te contacter, quelle est la meilleure manière? Soit parce qu'ils ont envie de participer à des choses. Tu veux que je donne mon 06, mon adresse mail? Ton 06, ton 07. Quelle est la manière la plus simple quand les gens veulent également se reconnaître dans ce que tu fais, aussi bien pour l'entrepreneuriat, pour la France, pour les dons? Dans mon livre Mission Blablacar, à la fin du livre, il y a, et si on poursuivait la discussion, et dedans il y a une adresse mail. Et alors, voilà. Et donc pour ça, il existe en poche ou pas encore? Il est là. Non, il n'est pas en poche. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Alexandre. On a passé un bon moment. C'était pas vraiment une pause, ou alors c'était une pause studieuse. C'était une pause active. Une pause intellectuelle. Ça existe. Merci à toi en tout cas. Merci, Alexandre. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.
Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.